On y va avec notre section 2.3. On est ici dans la section où on va parler de la loi binomiale, première loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète qu'on va voir. Mais avant de pouvoir faire ça, on n'a pas le choix de faire un petit détour vers des notions théoriques supplémentaires. Ces notions-là ont pour but de nous expliquer d'où est-ce qu'elle vient la loi binomiale. Et pour faire ça, on va passer par deux théorèmes, dont le théorème du binôme de Newton et un théorème en lien avec le triangle de Pascal. Ces notes-là sont pas dans votre manuel, elles sont dans un document supplémentaire qui est sur le portail. Je vous invite à aller le chercher puis à aller le consulter. On a besoin de ces notes-là pour se rendre jusqu'à la loi binomiale. Donc, on commence avec ça ici, avec le binôme de Newton. Section 2.3.0, comme je vous dis, c'est pas dans le manuel, c'est seulement dans les notes supplémentaires. Ici, pour se rendre jusqu'à notre binôme de Newton, on n'a pas le choix de faire un petit détour et d'aller chercher le triangle de Pascal, ou du moins aller chercher une règle qui découle du triangle de Pascal, et cette règle-ci, c'est la suivante. Donc, pour n et r des nombres naturels, on va avoir que choisir r parmi n plus choisir r moins 1 parmi n, c'est équivalent à choisir r parmi n plus 1. Ça ici, ça va nous permettre de prouver le binôme de Newton tout à l'heure. Mais pour ça, on voudrait se convaincre de cette équation-ci, on voudrait se convaincre de notre théorème A. Dans ce cas-ci, on va partir de R parmi N et de R moins 1 parmi N, et on va essayer de se rendre jusqu'à R parmi N plus 1. Donc, allons-y. On a N choisit R plus N choisit R moins 1. Et ça ici, par définition, comme on a des combinaisons, on peut calculer ça comme étant N factoriel sur R factoriel fois N moins R factoriel. De l'autre côté, N factoriel sur R moins 1 factoriel multiplié par N moins R moins 1 factoriel. À ce moment-ci, ce qu'on voudrait faire, c'est remettre tout ça sur le même dénominateur, mais pour faire ça, il va falloir trouver qu'est-ce qu'il y a en commun dans nos expressions. Donc, on a déjà n factoriel qui est indiqué dans les deux, mais en dessous, on a des problèmes avec notre dénominateur. Donc, on va commencer par réécrire nos dénominateurs. Pour la première fraction, on va avoir r multiplié par r moins 1 factoriel, et on va avoir n moins r factoriel. Pour la deuxième expression, on a toujours le n factoriel, on a toujours le r moins 1 factoriel. Mais là, ici, on a n moins r moins 1. Ici, pour bien le voir, il va falloir qu'on se donne, qu'on réécrive notre parenthèse ici. Donc, on va avoir n moins r plus 1 factoriel. Et notre but, c'est de se retrouver avec n moins r factoriel aussi. Donc, dans ce cas-ci, n factoriel sur r fois r moins factoriel fois n moins r factoriel. À ça, on additionne notre deuxième fraction. Et ce qui va changer ici, c'est l'écriture qu'on a ici. On a n moins r plus 1 multiplié par n moins r factoriel. Ici, on était à un terme de plus que n moins r, donc si on le sort de notre factoriel, il nous reste n moins r factoriel. À ce moment-ci, on a n factoriel en haut partout, on a r moins 1 factoriel en bas et n moins r factoriel partout. Donc ici, on pourrait mettre en évidence n factoriel sur r moins 1 factoriel multiplié par n moins r factoriel. Et il va nous rester, à l'intérieur d'une parenthèse, pour le premier terme, 1 sur r, et pour le deuxième, 1 sur n moins r plus 1. À ce moment-ci, si on réécrit notre premier terme, dans notre parenthèse, on met tout ça sur le même dénominateur, il va nous rester n moins r plus 1 plus r divisé par r fois n moins r plus 1. Les r vont se simplifier, il va nous rester, avec notre premier terme ici, n plus 1 au numérateur, et en dessous ici, on a r et n moins r plus 1, n moins r plus 1. Il resterait plus qu'à combiner tout ça ensemble pour obtenir ce qu'on cherche. Dans ce cas-ci, si je combine le tout, je vais avoir n factoriel fois n plus 1 divisé par r fois r moins 1 factoriel multiplié par n moins r plus 1 fois n moins r factoriel. Je peux combiner n factoriel avec n plus 1 factoriel pour obtenir n plus 1
factoriel. Je peux combiner R avec R moins 1 factoriel pour obtenir R factoriel. Et je peux combiner N moins R plus 1 avec N moins R pour obtenir N moins R plus 1 factoriel. À ce moment-ci, on est rendu, on touche au but. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est réécrire un petit peu notre dernière parenthèse en bas dans le dénominateur et on va avoir trouvé exactement ce qu'il nous fallait. Donc, N plus 1 factoriel sur R factoriel multiplié par N plus 1 moins R factoriel. Donc, j'ai réécrit ma dernière parenthèse en replaçant mon plus 1 avec le N. Je mets mes parenthèses juste pour que ce soit très évident. À ce moment-ci, ce qu'on vient d'écrire là, c'est exactement N plus 1 choisi R. C'est ce qu'on voulait pour ce théorème-ci. C'est donc effectivement vrai que R parmi N plus R moins 1 parmi N, c'est égal à R parmi N plus 1. Ça ici, c'est le premier résultat qui nous est important pour pouvoir construire le binôme de Newton. Donc, on a effectivement le théorème A qui est complété. Maintenant, avec ce théorème A-là, pardon, on peut définir le théorème B qui sera le théorème du binôme de Newton. On se dit ici que pour A et B des nombres réels et N et R des nombres naturels, on retrouve que A plus B exposant N, c'est égal à la somme pour R va de 0 jusqu'à N de R parmi N fois A exposant R fois B exposant N moins R. Ça ici, ce théorème-là, il va vous permettre d'écrire n'importe quelle puissance d'une somme. On pourrait avoir A plus B à la 2, A plus B à la 3, A plus B à la 4, A plus B à la 26. C'est ce que ça nous donne ici, le théorème de Newton. Et ce théorème-là découle du triangle de Pascal parce que le triangle de Pascal permet d'aller chercher les coefficients pour chacune des puissances. Et le théorème de Newton fait exactement la même chose avec le résultat qu'on avait précédemment. Donc, pour faire ça, on a ici une preuve qui sera par récurrence, évidemment, parce qu'on a une puissance n. Donc, on doit prouver la base, on doit déterminer notre hypothèse et on doit prouver que notre hypothèse implique le reste. Allons-y avec la base. Dans ce cas-ci, comme on a donné que n et r étaient des naturels, n égale 0, c'est la base de notre hypothèse, de notre preuve ici. Et ce qu'on va aller voir, c'est que A plus B exposant 0, c'est égal à 1. Ça, c'est une propriété des exposants, on le connaît. Donc maintenant, on va aller vérifier, est-ce que la somme de R égale 0 jusqu'à 0 de R parmi N fois A à la R fois B à la N moins R, c'est égal à 1 dans ce cas-ci. Ben, vérifions ici, R est égal à 0, N est égal à 0, donc 0 parmi 0, ça donne 1. A à la 0, ça donne 1. B à la 0 moins 0, ça donne B à la 0, donc ça donne 1. On a donc 1 fois 1 fois 1 qui est égal à 1. Ici, les deux concordent. On a donc prouvé la base de notre problème ici, de notre théorème. On va maintenant passer à l'hypothèse. Dans ce cas-ci, notre hypothèse, ce sera d'aller supposer que A plus B à la n est effectivement égal à la somme de R va de 0 jusqu'à n de R parmi n fois A à la R fois B à la n moins R. Donc, supposons que ça, c'est vrai. Et à ce moment-ci, il ne reste plus qu'à faire la récurrence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la récurrence? Ça veut dire qu'on veut montrer que n implique n plus 1. Donc, on veut montrer, à partir de ce qu'on a supposé en hypothèse, que A plus B à la n plus 1 va être effectivement égal à notre théorème dans ce cas-ci. Donc, on cherche A plus B à la n plus 1. Ça ici, ce sera égal à A plus B fois A plus B à la n. Et là, A plus B à la n, on sait ce que ça vaut. C'est ce que ça nous donnait au-dessus. Donc, on va remplacer ça par A plus B fois la somme R parmi N, A à la R, B à la N moins R, R égale 0 jusqu'à N. Et à partir de ça ici, on veut prouver que on a notre hypothèse qui va impliquer le N plus 1. Donc, allons-y. On se lance dans cette preuve-là. Ça a l'air gros en ce moment, mais on va voir qu'une fois qu'on a bien compris le principe, ça se passe bien. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est distribuer la somme sur chacune des composantes de notre parenthèse. On va avoir la somme pour R va de 0 jusqu'à N de R parmi N. Et là, on a un A qui multiplie A à la R, donc ça nous donne R plus 1.
On a B à la n-r, ça n'a pas changé. Et on additionne à ça. La somme pour R va de 0 à n, R parmi n, A à la R, et là, on a B à la n-r fois B, donc B à la n-r plus 1 dans ce cas-ci. Là, vous allez me dire, ben, c'est pas beaucoup mieux, hein? C'est un petit peu laid quand même comme information ici. Et en plus, là, on se retrouve avec deux sommes où on peut rien regrouper parce que les puissances de A et les puissances de B sont disparates. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est réindexer les bases ou les indices de notre première somme. On va poser ici J qui est égal à R moins 1. Ici, commençons par poser J qui sera égal à R plus 1. Avec notre nouvelle variable J, on va pouvoir remplacer ça dans notre première somme. On va avoir la somme de J qui passe de 1. Lorsque R est égal à 0, R plus 1, ça vaut 1, donc J commence à 1. Et elle se rend jusqu'à combien? Ben, N plus 1. Dans notre somme, on va remplacer R ici. Si on remplace R, si on a J qui est égal à R plus 1, on envoie le 1 de l'autre côté, R va être égal à J moins 1. A à la R plus 1, ce sera égal à A à la J. Et B à la N moins R, ce sera B à la N moins J moins 1. Donc, ici, on va avoir un moins dans notre exposant qui nous reste ici. Il nous reste la deuxième somme qui, elle, n'a pas bougé. Donc, R parmi N, A à la R, B à la N moins R plus 1 ici. Donc là, à ce moment-ci, on a deux nouvelles sommes. Ben, on a deux nouvelles sommes. On a une nouvelle somme, et cette nouvelle somme-là, ben, on se rend compte qu'elle part plus tard que la première et qu'elle finit plus tard aussi. Donc ça pourrait nous poser problème lorsqu'on va vouloir associer des termes ensemble. Ça veut dire qu'il faudrait négliger, ou du moins, il faudrait régler le code du dernier terme qui est en surplus, et il faudrait régler le code du premier terme ici qui va être seul dans notre deuxième somme. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est les extirper de leur somme, on va les sortir de la somme, puis on va aller chercher le reste de cette somme-là pour continuer notre problème. Donc, on commence avec le premier terme ici. Lorsque J sera égal à N plus 1, donc lorsqu'on va dépasser la deuxième somme ici dans notre première, ben ici, si J est égal à N moins 1, on va avoir N plus 1 moins 1 parmi N, donc N parmi N. A à la J, ça va devenir A à la N plus 1. Et B à la N moins J moins 1, J est égal à N plus 1. Donc, N plus 1 moins 1, ça donne N, ça nous donne N moins N, ce qui donne B à la 0, et ça donne 1, donc on n'a pas besoin de l'avoir dans notre terme. De l'autre côté, lorsque R est égal à 0, on a 0 parmi N. On a A à la 0, ça ne sert à rien. B à la N moins 0 plus 1, donc B à la N plus 1. Et voilà, c'est le deuxième terme qui sera en surplus. Maintenant qu'on a fait ça, on peut rajouter nos sommes. On va avoir J passe de 1 jusqu'à N, J moins 1 parmi N, A à la J, B à la N moins J moins 1. Et là, je manque un petit peu de place sur mon mini-tableau. On va le réécrire en dessous. On va avoir R qui commence à 1 parce qu'on a enlevé le premier terme jusqu'à N. R parmi N, A exposant R et B à la N moins J moins 1. N moins R plus 1, pardon, je regardais pas la bonne somme. N moins R plus 1. On est maintenant dans une situation où on a deux termes superflus et où on a deux sommations qui partent au même endroit, qui se terminent au même endroit et qui ont des termes similaires ici. On va réécrire un petit peu notre première somme pour que ce soit les bons exposants pour le A et le B dans les deux sommes. En effet, ici, je vais juste distribuer mon moins sur ma parenthèse dans l'exposant et on va voir que ce sera exactement identique. Et à partir de ça, on va pouvoir se donner exactement ce qu'il faut faire pour regrouper tout ça ensemble et sortir la solution de notre preuve. Donc ici, on réécrit ce qu'on avait N parmi N fois A à la N plus 1 plus 0 parmi N fois B à la N plus 1 plus notre première somme J égale 1 jusqu'à N de J moins 1 parmi N fois A à la J fois B à la N moins J plus 1. Si je distribue le moins, on va avoir plus 1 à la fin. Et en bout de ligne, on va avoir la sommation
1 jusqu'à n, R parmi n, A à la R, B à la n moins R plus 1. C'est ce qu'on avait juste au-dessus. Avec ça ici, on a exactement la même puissance pour le A, exactement la même puissance pour le B. Donc finalement, ici, on pourrait faire une gigantesque mise en évidence pour obtenir exactement ce qui nous intéresse pour la suite. Donc, j'efface un peu mon tableau pour qu'on ait plus de place, parce que là, je manque de place, et ensuite de ça, on regarde ça. Donc ici, avec l'espace qu'on a, on va pouvoir continuer. Ce que je veux faire maintenant, c'est mettre en évidence ce qui est ensemble dans les deux sommes ici, parce que c'est la même chose finalement. On pourrait enlever le deuxième symbole de somme, changer les indices, et ce serait la même chose. Dans ce cas-ci, on n'oublie pas les deux premiers termes qu'on avait. N parmi n, A à la n plus 1, plus 0 parmi n, B à la n plus 1. Et là, ici, je vais avoir une seule somme qu'on va indicer en R ici, parce que c'est ce qu'on avait dans notre théorème initial, mais c'est pas grave, c'est des indices, et ça part à la même place et finit à la même place, donc on peut changer complètement l'indice pour ce cas-ci. Et là, ce qu'on va avoir ici, c'est A à la R fois B à la N moins R plus 1, qui va multiplier ce qui nous reste ici. Donc on a R moins 1, pardon, parmi n, plus R parmi n. Et là, à ce moment-ci, ce qu'on vient de faire apparaître ici, on le reconnaît. On l'avait dans notre théorème A, on sait ce que ça vaut, ça ici, ce gros crochet-là. On sait que ça vaut R parmi n plus 1, donc on va pouvoir changer ce qui nous intéresse ici. Allons-y. N parmi n, A à la n plus 1, 0 parmi n, B à la n plus 1, plus la sommation R égale 1 jusqu'à n, A à la R, B à la n moins R plus 1, fois R parmi n plus 1. Ici, c'est notre théorème A qui nous donne ce résultat-là. C'est ici qu'on fait apparaître ce qu'on avait par rapport au triangle de Pascal. Donc, on s'intéresserait premièrement à qu'est-ce qui nous manque dans notre sommation pour que ce soit vrai, et on va aller trouver ça en voyant qu'est-ce qui se passe lorsque R est égal à 0, et qu'est-ce qui se passe si on est rendu à n plus 1 dans la sommation. Donc, si R était égal à 0, avec cette sommation-là, on aurait A à la 0 fois B à la n moins 0 plus 1, donc B à la n plus 1, fois 0 parmi n plus 1. À ce moment-ci, B à la 0, ça vaut 1. 0 parmi n plus 1, ben ça ici, ça vaut 0. Vous pouvez l'essayer, vous allez avoir n plus 1 factoriel divisé par n plus 1 factoriel. Donc, ça vaut B à la n plus 1. Nous, ce qu'on a, c'est B à la n plus 1 fois 0 parmi n. Mais de la même façon que 0 parmi n plus 1, 0 parmi n, ça vaut 1. Donc, à ce moment-là, il nous reste B à la n plus 1 qui est ici, et c'est ce qu'on a déjà, c'est ce qui nous manque dans nos termes. Donc, ça ici, on pourrait le rentrer dans notre sommation, et ça fonctionnerait. De l'autre côté, on a A à la n plus 1. Ben, voyons voir qu'est-ce qui se passe si on est rendu à R qui est égal à n plus 1. Si R égale n plus 1, à ce moment-là, on va avoir A à la n plus 1 fois B à la n moins R plus 1 plus 1. Donc ça va être B à la 0. Et il va nous rester n plus 1 parmi n plus 1. Ici, B à la 0, ça vaut 1. Je me rends compte que j'ai écrit 0 tout à l'heure, mais c'était 1 qu'il fallait que j'écrive. Et n plus 1 parmi n plus 1, faites le test aussi, ça va vous donner 1, ça va vous donner n plus 1 factoriel sur n plus 1 factoriel. Donc ça ici, c'est égal à A à la n plus 1. Et nous, ben, on a A à la n plus 1 fois n parmi n parmi n de la même façon que n plus 1 parmi n plus 1, c'est égal à 1. Donc on a effectivement les deux premiers termes, les deux termes qui nous manquent à l'avant de notre somme. Donc ce que ça veut dire, ça, c'est que notre somme, on pourrait l'étendre à R égale 0 jusqu'à n plus 1 de A à la R fois B à la n moins R plus 1 fois n plus 1 choisis R. Et ça ici, c'est ce qu'il nous faut. C'est exactement ce qu'on voulait parce que si on réarrange nos termes de la façon suivante, R égale 0 jusqu'à n plus 1, A à la R, on va avoir, pas A à la R, on va avoir plutôt notre combinaison R parmi n plus 1, A à la R, B à la n plus 1 moins R. Ça ici,
C'est exactement ce que notre preuve, ce que notre théorème nous indiquait. Donc, on est parti du fait que A plus B à la n, c'était vrai que ça nous donnait le binôme de Newton, et on est arrivé au fait que A plus B à la n plus 1, c'est effectivement égal à ce que notre théorème nous suggère. Donc, on vient de prouver que le théorème du binôme de Newton est vrai. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ce résultat-là dans la suite de dans la suite de ce chapitre-ci. Là, je sais, cette preuve-là, elle était super longue, beaucoup d'étapes, puis en plus, j'ai pris comme 3 tableaux. Je vous demande pas de la connaître par cœur, je vous demande pas de la savoir sur le bout de vos doigts, je vous demande juste de comprendre d'où est-ce que ça vient pour être certain qu'on peut effectivement utiliser le théorème du binôme de Newton lorsqu'on va montrer la loi binomiale dans un instant. Donc, définissons enfin qu'est-ce qu'on veut dire par la loi binomiale. Dans ce cas-ci, on va établir quelles sont les conditions d'application de la loi binomiale, puis on pourra aller plus en détail sur ces paramètres par la suite. Donc, on va dire qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc, on va indiquer x suit binomial np si on a les 4 conditions suivantes qui sont réunies. Pour commencer, on est en train de faire une expérience aléatoire dans laquelle on répète de façon indépendante la même expérience n fois. Donc, chaque fois qu'on refait l'expérience, c'est indépendant de la dernière fois. Donc, le résultat de la première expérience n'influence pas le deuxième. Ensuite de ça, chaque expérience va posséder 2 résultats. Donc, soit un succès, soit un échec. On va déterminer dans les exemples ou dans la situation qu'est-ce qu'un succès et qu'est-ce qu'un échec. Et à chaque fois qu'on a un succès, on a une probabilité P d'obtenir ce succès-là. Donc, on va avoir, par exemple, une chance de 1 sur 3 d'obtenir un certain résultat. Donc, à ce moment-ci, à chaque fois qu'on fait l'expérience, c'est toujours cette probabilité-là qui revient pour le succès. Finalement, en 4, on veut que la variable aléatoire, la variable x qu'on est en train d'étudier, donne le nombre de succès après n expériences. Donc, à chaque fois qu'on fait les n expériences, on compte le nombre de succès qu'on a eu, et ça, c'est la variable aléatoire qu'on est en train d'étudier. On se donne un exemple justement d'une loi binomiale. Dans ce cas-ci, on lance une pièce 3 fois, et on va noter le nombre de piles dans la variable aléatoire grand X. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait une expérience aléatoire indépendante 3 fois. On lance une pièce de monnaie, comme ça, 3 fois. Et à chaque fois qu'on lance une pièce de monnaie, ben, on se soucie pas de ce qu'on avait obtenu au lancer précédent. Donc ici, chaque lancer est indépendant. À chaque lancer, on a 2 possibilités. Ces 2 possibilités-là sont pile ou face. Chaque pile a une probabilité de une demi. Chaque fois qu'on lance une pièce, on a une chance sur 2 d'obtenir pile. Et finalement, le 4e point, c'est la définition qu'on s'est donnée. X représente le nombre de succès. C'est de la façon qu'on a défini l'expérience, donc nécessairement le 4e point est rempli dans ce cas-ci. Donc à ce moment-ci, on pourra dire que X suit une loi de binomial de paramètres 3 et une demi. Donc, ici, on va dire que X suit une binomiale 3, une demi. Finalement, avant de se quitter, maintenant qu'on a vu un exemple de loi binomiale, j'aimerais quand même vous indiquer comment est-ce qu'on va calculer des probabilités avec la loi binomiale et surtout pourquoi est-ce qu'on a eu besoin du binôme de Newton pour se rendre jusqu'ici. En effet, si on a une variable aléatoire x qui suit une binomiale np, ben, la probabilité d'obtenir k succès pour la variable x, ce sera donné par l'expression suivante. Donc, probabilité que x est égal à k, ce sera k parmi n fois p à la k fois 1 moins p à la n moins k. Et ça ici, c'est le terme général du binôme de Newton. Donc, lorsqu'on va vouloir vérifier que la loi binomiale est effectivement une loi de probabilité, il va falloir qu'on ait faire la sommation sur ces probabilités-là. Donc, il va falloir qu'on sorte le binôme de Newton qui va nous permettre d'aller calculer facilement la suite
de cette loi de probabilité-là. Donc, pour l'instant, on s'arrête ici. On verra plus tard comment est-ce qu'on peut vérifier que c'est une loi de probabilité et les paramètres qui tournent autour de la loi de probabilité, la loi binomiale.